J'ai l'honneur d'accueillir Léa Benzimra, qui va nous parler du repas professionnel. Alors Léa, est-ce que le repas, c'est un atout pour nos commerciaux? Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Grand merci à l'association Esprit de Service France et surtout Isabelle Bard, grâce à qui je suis là aujourd'hui. En effet, je vais vous parler de repas professionnels. J'ai créé la première formation au repas professionnel. Et la semaine dernière, j'ai obtenu la certification Calliope parce que depuis le début de la commercialisation de ma formation, j'ai compris qu'il y avait des freins, des a priori. Moi, j'ai déjà quelques questions pour vous. C'est tout simplement de savoir quel est l'impact du repas sur la négociation, sur la relation commerciale, sur la performance et l'engagement de vos équipes, et sur le succès d'un événement. Est-ce que vous avez peut-être... Il n'y a plus de budget. D'accord. Quelles sont les autres objections que vous pouvez peut-être avoir au sein de votre entreprise pour organiser ou participer à des repas professionnels? Ça prend du temps. Ça prend du temps. Peut-être la compliance. On n'a plus le droit d'accepter une invitation à déjeuner ou un cadeau d'affaires. Voilà. Alors justement, le but de mon intervention aujourd'hui, c'est de se dire comment on peut penser autrement le repas professionnel, comment on peut lever ces freins pour cultiver le plaisir de manger ensemble. Parce que finalement, quand je vous pose ces questions, je n'ai pas trouvé les réponses. Parce que les indicateurs de performance sont très difficiles à trouver pour une raison très simple. Quelle entreprise va se vanter d'avoir signé un gros contrat grâce à un repas d'affaires, sous peine d'être sanctionnée de corruption? Donc on est face aujourd'hui en France à un paradoxe où on valorise la gastronomie, on est fier de faire rayonner la gastronomie comme un levier d'attractivité, de tourisme, de puissance économique, mais on empêche les propres entreprises elles-mêmes de pouvoir en faire autant. Donc moi, dans cette intervention que je propose aux entreprises, je vais rappeler tout simplement les repas diplomatiques et je vais expliquer quelles bonnes pratiques on peut prendre du repas diplomatique pour tout simplement perpétuer les bonnes pratiques ensemble. Si on ne peut pas le communiquer, au moins qu'en interne, on lève ces freins de se dire « je n'ai pas le temps, cela me prend de l'argent, je ne peux pas éthiquement accepter ». Parce que finalement, il y a plein de chercheurs qui, depuis le XVIIIe siècle, se penchent sur le lien entre l'alimentation et les relations sociales. Même tous les freins que vous avez levés, je les ai moi-même entendus. Et c'est pour ça que j'ai passé cette certification Calliope pour se dire le repas professionnel est admis pour tous comme étant un moyen de négocier, de conclure des contrats. Mais quelle école nous l'enseigne? Quand on arrive dans une entreprise, un jeune commercial va peut-être passer 6 mois, 1 an auprès d'un commercial senior pour apprendre sur le tas. Tout à l'heure encore, avec une jeune recrue qui me confessait qu'elle n'était pas très à l'aise dans ce genre d'événement networking parce qu'elle ne savait pas comment interpeller une personne, comment pitcher aussi son offre. Et donc dans cette formation que j'ai créée, je rappelle tout simplement les clés pour maîtriser le repas professionnel de manière à ce que l'entreprise puisse avoir un élément, un collaborateur engagé, motivé et opérationnel pleinement ou plutôt de son arrivée, et un collaborateur qui va aussi se sentir valorisé très vite, d'être autonome et être l'ambassadeur de l'entreprise. Donc, ce repas professionnel qui, depuis finalement l'Antiquité, était utilisé, à peu près 3500 ans avant Jésus-Christ, des chercheurs ont trouvé des traces écrites de l'importance qu'accordaient les hommes au repas. Il y a même eu, bien sûr, la preuve et la démonstration que le chef des empires, selon le nombre de personnes qu'il nourrissait, dans son village, affirmait sa puissance. Au Moyen-Âge, le repas a évolué vers une fonction de divertissement, bien sûr, monté à son paroxysme avec Louis XIV. Mais dans tous les cas, si le repas a évolué, les fonctions n'ont pas changé. Dans cet atelier, dans masterclass de formation et même ces interventions, je rappelle très succinctement les fonctions du repas. On va, depuis toujours, finalement, se parler, structurer les affaires de la société, des relations humaines. On va bien sûr prendre des informations
parce qu'on peut tout simplement aussi inviter quelqu'un à un petit déjeuner, un café, un déjeuner, un cocktail, pour tout simplement s'informer, partager des tendances, des informations sur le marché, partager une actualité et surtout aussi peut-être faire part à vos partenaires d'un besoin que vous avez. Et donc ce temps que vous allez prendre à table, je vais vous partager plusieurs recherches qui prouvent que c'est du temps de gagner. Parce que tout ce partage d'informations informelles dans un cadre informel va au contraire accélérer la prise de décision. Donc j'avais prévu beaucoup de choses et peut-être que je ne me suis pas aussi suffisamment présentée. Cette formation unique que j'ai créée, c'est le fruit d'un chemin très long et d'un chemin personnel qui commence pendant mes études à l'école Boulle. J'avais peut-être l'envie de devenir cuisinière et de changer d'orientation. Moi, j'étais formée pour devenir architecte d'intérieur et quand on me parlait de retail, moi j'ai commencé chez LVMH en tant que visual merchandiser pour maîtriser tous les outils de manière à promouvoir le produit en point de vente. Mais finalement, aujourd'hui, la problématique est la même. Un produit pas vu, il n'est pas vendu. Si vous ne pouvez pas enrichir et faire durer cette relation client, comment pouvez-vous tenir informés vos clients de votre actualité, mais surtout prendre leurs frustrations, leurs besoins pour continuer d'évoluer. Donc, je suis allée dans les cuisines de Cyril Lignac. Au bout d'une heure, j'ai compris que ma place n'était pas en cuisine, mais aux côtés des mangeurs. Néanmoins, j'ai ouvert un blog en 2012 pour aller rencontrer les gens qui me faisaient rêver, mais surtout comprendre qu'est-ce qu'était cette gastronomie. Pourquoi c'était si important pour le rayonnement de la France. Et donc, je suis allée rencontrer les gens qui me faisaient rêver. Des artisans d'excellence comme Patrick Roger, Apollonia Poilane, des chefs étoilés comme Frédéric Canton, Guy Savoie, mais également des universitaires comme Gilles Fumet, qui m'ont ouvert les yeux sur finalement des bases de l'alimentation et de la relation humaine. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que ma passion, j'ai eu envie de la transmettre dans les grandes écoles. Et j'ai pu éprouver ce besoin de transmettre grâce à un TEDx sur l'art de vivre à la française que j'ai fait en 2016 et qui va retracer plus largement le parcours que je vous ai succinctement cité. Mais surtout, ces collaborations avec les grandes écoles, que ce soit l'ESSEC ou Neoma, c'est grâce au retour des étudiants qui, à la fin de mes interventions, me disaient « c'est passionnant de connaître l'histoire de la haute gastronomie, mais qu'est-ce que nous, en tant que futurs managers, on peut faire de cette connaissance? Comment on peut la transformer en compétences ?» Et c'est là que je me suis penchée sur des travaux de chercheurs et que j'ai notamment découvert le travail de Lionel Bobot, avec qui vous avez collaboré, Isabelle, sur l'apport de la gastronomie dans la relation et la négociation commerciale. Et là, j'ai ouvert une porte infinie sur des centaines, que dis-je, des plusieurs milliers de recherches de sociologues, de philosophes, de penseurs. Ça commence très tôt, 1749, avec Montesquieu, de l'Esprit des lois, qui commence à expliquer le lien entre l'alimentation et l'environnement. Ça se poursuit en Angleterre, en 1890, avec James George Fraser, qui associe le repas à des rituels de symbolique et de cohésion sociale. Il explique le besoin d'appartenance qu'on connaît tous avec Maslow. Mais bien sûr, il va au-delà. Il commence à évoquer la contagion des émotions, l'intelligence émotionnelle. Donc voilà, ça continue avec Pierre Bourdieu, bien sûr, la distinction, la préférence des goûts. Pourquoi je vous dis ça? Quand dans les repas diplomatiques, on choisit méticuleusement le repas qu'on va servir à un homme politique, on va prendre soin de veiller à sa préférence culturelle, les interdits alimentaires, parce que l'alimentation est devenue un divertissement avec toute la médiatisation. Mais n'oublions pas que l'alimentation, c'est finalement un choix qu'on fait. Dans quel monde voulez-vous vivre? Tous les jours, on vote pour... Je ne dis pas qu'il faut opposer. L'artisanat, l'industrie, c'est un point d'équilibre. Mais l'alimentation, c'est une clé d'entrée. Parce qu'on peut mentir sur plein de choses. Son parcours, ses croyances. Mais la table, notre choix alimentaire, notre comportement à table ne ment pas. À table, on fait tomber les masques, comme le disait Catherine II de Russie. Et dans ma formation, justement, je rappelle et j'éveille les consciences sur tous ces codes. C'est-à-dire que parfois, quand on est dans un repas professionnel, forcément, la conversation est la clé. On se renseigne en amont sur un prospect pour savoir quel est son poste, quel est son parcours. Si on connaît déjà la personne, quels sont les sujets qu'on peut aborder, ses centres d'intérêt, mais quand la personne n'est pas loquace, comment la faire parler? Comment créer cette relation d'intimité? Comment briser la glace? Dites-vous,
qu'une fois de plus, le repas est votre meilleur allié. Ce matin encore, nous disions que les Français sont peut-être les seuls au monde à parler de cuisine et de gastronomie en mangeant. Encore faut-il avoir cette connaissance de la gastronomie, des histoires à raconter. Parce que l'erreur que font trop souvent les commerciaux et les jeunes commerciaux, c'est d'être trop technique et de vouloir aller trop vite. Parce que quand on parle de durabilité dans les relations, justement, on sait que ça prend du temps. Parce que, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un gourou de la vente et de la motivation qui dit que finalement, les 5 freins qu'on a à une vente, quels sont-ils ? Pas de besoin, pas d'envie, pas d'argent, pas de confiance. À votre avis, quel est le frein le plus difficile à lever ou le plus important à instaurer ? La confiance. Et justement, dans tous ces travaux de chercheurs que j'avais prévu de vous partager et qui m'échappent un peu parce qu'habituellement, évidemment, j'ai beaucoup de chiffres, beaucoup de citations, et là, je ne peux pas projeter. Et l'énergie allant, je suis partie la fleur au fusil plutôt que d'écouter ce que j'avais préenregistré pour vous restituer le plus fidèlement possible les choses. Parce que les mots sont importants, mais quel est le poids des mots selon vous ? Bravo madame, 7%. Les mots comptent pour 7%. Ça veut donc dire que pour 93 autres %, il s'agit de la voix et du corps. Et que dans les études également qui sont menées, le repas permet de dire ce qu'on n'arrive pas à verbaliser. Parce que ce que j'ai déjà commencé à vous rappeler, c'est que l'émotion inspire l'action. Vous connaissez peut-être tous ce TEDx de Simon Sinek sur le cercle, the golden circle. C'est exactement ça. Et le repas va susciter des émotions. Pourquoi ? Parce qu'on se construit tous en mangeant et qu'on a tous des souvenirs autour de plats qu'on va commander. Et que bien sûr, dans la stratégie du repas professionnel, on s'inspire une fois de plus du repas diplomatique. Le choix du lieu est important, le choix du menu, le placement des invités, le rythme de repas. Mais sans perdre de vue son objectif. C'est de se dire que tout cet art du repas professionnel, il est difficile parce que c'est un mélange de décontraction, mais de performance. En amont du repas, on identifie des objectifs. Quel est l'objectif ? Prendre une information, passer un message, lever un conflit, lever un frein, mais tout en douceur. Et c'est tout ça que je peux rappeler en fait dans ma formation pour les jeunes commerciaux, mais aussi sous forme de masterclass pour des commerciaux intermédiaires qui auraient un petit peu, sous la pression de la direction, voulu aller trop vite. Parce que, en effet, prendre le temps, c'est le bien le plus précieux, mais c'est le plus important de la relation client. Donc évidemment, on a plusieurs typologies de repas que je vous invite à intégrer dans votre stratégie commerciale vraiment. Le repas où on va produire du travail, le fameux plateau repas, le déjeuner où on ne parle que de travail pour collecter des informations, structurer, fédérer les équipes, partager un feedback, justement, ce fameux feedback qui a été cité plusieurs fois. Le repas informel pour justement apprendre à mieux se connaître. Sans oublier, comme le dit l'anthropologue Edward T. Hall, que la communication d'informations informelles accélère la prise de décision. Ce fameux small talk, parfois méprisé, est au contraire un besoin fondamental démontré depuis 1923 comme étant la camaraderie étant un besoin fondamental pour l'humain. Donc ne pas mépriser et ne pas sous-estimer l'importance de la conversation. En revanche, une fois que, comme je vous l'ai dit, ne pas être trop intrusif et se servir de la gastronomie, mais également de l'art de vivre français plus globalement, comme un moyen de rentrer en connexion avec son interlocuteur, de rentrer dans son intimité. Parce que vous avez, je pense, vous faites tous partie d'une société, une grande entreprise qui a un rayonnement international. Les Français peuvent être moqués de passer autant de temps à table, mais quelle fierté de pouvoir revendiquer autant d'excellence, de savoir-faire, d'artisans. Parler de l'histoire d'un vigneron, parler de l'histoire d'un artisan, d'un chef ou d'une anecdote gastronomique, c'est aussi faire rayonner votre propre histoire, vos propres valeurs. Et en effet, comme me l'a dit Gilles Fumet, on aime ce qui nous ressemble. Et parmi les alternatives qu'on peut trouver pour le repas professionnel, c'est de se dire que si votre interlocuteur refuse une invitation à déjeuner, refuse un cadeau d'affaires,
c'est quand même péché de renvoyer une boîte de chocolat ou une caisse de champagne. Donc si les gens viennent à vos événements, que ce soit un petit déjeuner d'information, une conférence, une présentation, une innovation, un contenu utile pour votre interlocuteur, lorsque ces personnes viennent à vous pour participer à votre événement d'entreprise, offrez-leur le meilleur au moment du petit déjeuner, du café, du cocktail. Par le meilleur, j'entends le meilleur café, les meilleures viennoiseries, les meilleurs jus de fruits. Et si vous allez chez un restaurant, soignez ce restaurateur. Mais la gastronomie est méconnue et c'est aussi pour ça que je me bats même auprès des médias pour faire valoir et démocratiser la gastronomie. C'est un luxe accessible, c'est une populance. Et c'est pour ça que mon programme de formation s'appelle Populance Academy. La gastronomie, c'est tout simplement l'art et la connaissance autour du repas. Ce n'est pas élitiste. Il ne faut pas confondre excellence et noblesse. On peut goûter un excellent fromage et un très mauvais caviar. La gastronomie, c'est l'exigence de revendiquer un savoir-faire, un produit d'exception, qui peut être un café de spécialité, et c'est du luxe puisque le café de spécialité, c'est 2% de la production mondiale. Donc quand vos clients, vos prospects acceptent par chance votre invitation à une conférence ou une présentation produit, offrez-leur le meilleur parce que en travaillant avec les meilleurs, vous incarnez aussi les mêmes valeurs d'excellence que les personnes que vous impliquez dans votre événement et dans votre histoire. Donc évidemment, sur ma chaîne YouTube Populance Academy, vous trouverez beaucoup d'interviews. Pourquoi ? Parce que quand on parle de repas, on parle de plein de choses. On ne parle pas que de gastronomie, on parle de relations humaines, de communication, de négociation, de leadership, de management. Et ce qui m'intéresse, c'est comme ces indicateurs de performance sont très difficiles à trouver, c'est de collecter des informations auprès des personnes clés. Je vous donne un exemple. L'été dernier, je suis allée à Londres pour rencontrer le directeur commercial d'un grand groupe de restauration qui s'appelle Caprice and Ivy Collection, qui m'a fait part d'une tendance clé à Londres et à Dubaï dans le repas professionnel, qui est le sharing concept. L'idée, c'est de partager les plats. C'est un avantage pour le restaurateur parce que ça va plus vite. C'est un avantage pour les participants dans une quête de performance. Néanmoins, là où ça croise les travaux de chercheurs, je pourrais vous retracer les références exactes, c'est qu'il a été prouvé que partager un plat avec quelqu'un va accélérer la prise de décision et notamment de conclure un accord 4 fois plus vite. Je vous donne d'autres exemples. François Berléand, on est dans un tout autre secteur. Et mon but, c'est de faire des interviews dans plein de secteurs d'activité pour faire parler des personnes, de leur expérience personnelle. François m'a dit, à mes débuts, on s'invitait beaucoup avec des réalisateurs à table, à dîner, etc. Il m'a dit, sans mes talents culinaires, je n'aurais jamais fait la même carrière. C'est lui qui me l'a dit. Et c'est pour ça que c'est important d'aller au-devant de ces personnes, parce que moi, je ne suis que la personne qui va transmettre pour que vous preniez conscience de l'impact et de l'importance du repas sur la négociation, sur la relation commerciale, sur la performance des équipes et sur le succès d'un événement. Parce qu'au-delà de vos clients, quand on parle de pause déjeuner, et donc je suis allée interviewer Romain Vidal, qui est la personne référente, titre restaurant au GHR, qui est le syndicat des hôteliers. Romain Vidal est également maître restaurateur d'un très bel établissement qui s'appelle le Sully à Paris. Le ticket moyen d'un repas chez Romain, que des produits de terroir, des Aveyronnais, du savoir-faire, 21,50 €. C'est 40 centimes de plus que les frais qui sont remboursés et exonérés de cotisations sociales pour un salarié en déplacement ou qui doit se restaurer sur son lieu de travail. 5,35 €, je crois que c'est le prix minimum. Donc, si vous voulez inviter quelqu'un à un petit déjeuner, vous pouvez gonfler la note à 7,90 € ou 8 €, parce qu'en dessous de ça, vous ne serez pas remboursé. Enfin, l'entreprise aura des exonérations. Donc, ce que je vous dis juste, c'est que ce qui compte à travers ces moments, mais ça peut être des moments très modestes, on n'est pas obligé d'aller dans un restaurant étoilé, on peut juste prendre un café, on peut en effet prendre un verre. Ce qui compte, c'est juste à travers ce verre, à travers ce café, à travers cet échange de nourriture, de créer cette relation et cette connexion. Parce que, une fois de plus, les chercheurs l'ont démontré. Il y a une différence entre partager un repas et offrir un produit. Alors là, une fois de plus, je sais que les cadeaux sont interdits. Mais enfin, d'où l'intérêt de soigner ces invités quand ils viennent dans votre entreprise avec le meilleur de la gastronomie française. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention.
J'ai fait un petit peu plus court. Vous pourrez, si vous le souhaitez, retrouver toutes les informations sur le QR code qui est sur la carte que je peux vous distribuer. Vous aurez au moins toutes les informations si, comme moi, vous pensez que le repas peut impacter la performance de vos équipes et l'engagement de vos équipes. Merci beaucoup. Merci Léa. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Oui, Isabelle. Alors merci, et c'est vrai que j'ai travaillé avec Lionel Bobot et c'était sur la négociation et le rôle avec la fameuse phrase de Talleyrand, je n'ai pas besoin de diplomate, j'ai besoin des cuisiniers, Exactement. de cuisiniers. Oui. Hein. Simplement dire qu'à l'université où nous sommes tous des purs esprits, pour réussir un colloque, il faut réussir les pauses et vous aurez le meilleur speaker, le meilleur chercheur. Si le café n'est pas bon, les croissants sont pas frais, le colloque sera raté. Ouais. Donc c'est vrai pour tout le monde, même dans les moments où, soi-disant, on n'est que des intellectuels. Bien sûr. J'ai une étude. Oui. Hein. Oui, puis merci d'avoir cité quelqu'un que je ne connaissais pas sous cet angle, Edward Thiel, qui est effectivement un anthropologue anglais extrêmement inspirant. Il y a quelques années, j'ai fait sur Forbes, il est accessible gratuitement, un article qui s'appelait « De la lutte des classes à la lutte des tasses ». Il n'y a pas une entreprise où j'ai mis les pieds où on ne m'ait pas parlé de la qualité du café et des inégalités en matière de qualité de café. Et ça me fait, et je vous écoutais avec beaucoup de plaisir en souriant, mais je me dis voilà, c'est des choses qui ont l'air hyper anecdotiques, mais qui ne le sont pas du tout. On parle beaucoup d'ici, voilà, l'Esprit Service France, de la ritualisation du service, de la qualité de service. Et effectivement, tous ces éléments-là sont fondamentaux. Puis on a beaucoup parlé de conversation en ouverture avec Maryse. Effectivement, la conversation au moment du repas, c'est quelque chose d'essentiel. Je vous recommande la lecture du très bon ouvrage sur la conversation du sociologue David Le Breton. Et je pense que si vous ne l'avez pas lu, ça viendra ajouter un petit peu d'eau à votre moelle. Il ne parle pas du repas, mais il parle de la conversation. Donc voilà. Très bien. Mais j'ai une étude là-dessus que je n'ai pas partagée parce que voilà, on était un peu pris par le temps et puis c'est difficile de tout mémoriser comme ça. S. Caterer, c'est un traiteur américain qui a démontré que 45% des retours clients parlaient en premier lieu de la nourriture avant le contenu et le lieu. C'est vraiment ça. Vraiment. Et on a plein de recherches. Alors, j'irai plus loin. Une psychologue américaine a décrypté la symbolique du café. Et ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que dans mes formations, j'éduque et je sensibilise à la symbolique alimentaire. Parce qu'une fois de plus, on ne ment pas à table et que par l'alimentation, on peut décrypter les croyances, la situation personnelle, les souvenirs d'enfance. Et là, on crée cette connexion qui est très très forte. Parce que dans le repas, on a l'influence culturelle, donc forcément émotionnel, le marketing de la nostalgie. Et donc le marketing expérientiel va jouer une part très importante, vraiment stratégique dans le choix du lieu, d'où l'importance au premier rendez-vous de collecter les informations pour personnaliser en deuxième rendez-vous le lieu, le menu, pour vraiment encore plus transformer la relation. Ouais. On a une dernière question, Léa. En fait, c'est une réflexion, c'est qu'on a parlé du repas, oui. Mais je pense qu'il y a le processus avant-après aussi qui est extrêmement important. Bien sûr. Voilà, c'était juste ça. Et dans votre formation, vous regardez l'ensemble du processus, si je puis dire. Mais sur mon site Populence Academy, dans l'onglet formation, donc vous verrez le certificat Calliope, puis vous verrez le programme de formation complet pour l'initiation et le perfectionnement des jeunes commerciaux, où vraiment, là, j'explique pourquoi et comment la gastronomie alimente les relations, avec le détail de toutes les recherches que je n'ai pas pu vous citer. J'explique évidemment tout le protocole avant, pendant, après. La fiche client pour synthétiser les informations collectées et le partager à l'équipe pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Et en perfectionnement, là, je vais plus loin. J'explique et je rappelle les règles de base sur la communication verbale, non verbale, paraverbale. Comme je vous l'ai dit, le repas va démultiplier votre communication. Encore faut-il avoir conscience des messages qu'on va émettre. Et surtout, donner les bons messages pour l'entreprise. Tout aussi le processus d'influence culturelle avec les étiquettes d'autres pays aussi, parce que nous, on a des codes en France qui sont complètement différents des autres et ça peut faire tourner le repas au fiasco si on ne respecte pas les codes. Et j'ai aussi tout ce volet autour de la conversation sur un minimum de culture générale autour de l'art de vivre français, parce qu'on a la chance en France d'avoir un patrimoine culturel, naturel, bien sûr gastronomique, qui est un moyen de faire rayonner votre entreprise à travers celle des artisans que vous citez. Merci beaucoup Léa, merci pour cette mise en bouche. Merci aussi pour tous ces petits tips du repas professionnel et puis aussi pour les conseils de lecture. L'été approche, je pense qu'on a plein d'idées, de recommandations de livres à lire. Merci beaucoup Léa.